Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est en plein débat déjà, mais on va continuer avec vous, chers auditeurs de Sud Radio, avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube avec votre chaîne de débat, Les Indécis, et le vendredi face à Éric Tegner à 9h dans La Vérité en face. Marine Cazard, chef du pôle jeune à Horizon, et Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio et correspondante à Toulouse. L'affaire Betaram, c'est ce dont nous parlions pendant le journal. On va parler des grèves à la SNCF. Le RSA a-t-il abîmé notre pays, comme le dit Fabien Roussel? Et on continue avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On a parlé de ces 25 ans d'Amazon et de ce très bon dossier, effectivement, à lire dans le Parisien aujourd'hui. Alex, vous vouliez... vous avez un coup de cœur, un coup de gueule? Un coup de gueule. Oui. Plus un coup de gueule sur ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et notamment les déclarations hier de Mahmoud Abbas. Vous savez, c'est le chef de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, qu'on n'a pas entendu, ou que très peu, depuis le 7 octobre dernier, et qui hier semble se réveiller et donner une position qu'on attendait peut-être de la part d'un chef politique, en fait, en appelant le Hamas à libérer les otages, même en les insultant, parce qu'il dit bande de chiens, sur une conférence de presse. Parce qu'il se rend compte peut-être que le Hamas a peut-être une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, tant en Israël que dans les territoires palestiniens, et que d'ailleurs il y a des manifestations maintenant qui sont en train de se tenir de la part des Palestiniens qui demandent et qui réclament la fin de la guerre et le départ de ce mouvement terroriste qui est le Hamas. Et donc c'est un coup de gueule parce que aujourd'hui, il demande à faire en sorte de récupérer la direction de Gaza. Il semble se réveiller, en fait, en quelque sorte. Oui. Et il semble comprendre que c'est peut-être un peu, aux yeux de tout le monde, en train de tourner, en tout cas aux yeux des Palestiniens eux-mêmes. C'est quand même eux, malheureusement, les premières victimes. Il y a des manifestations en ce moment. Oui, mais c'est quand même très très tard quand Gaza aujourd'hui est détruit. Voilà, Gaza aujourd'hui est détruit. Bien sûr, je suis d'accord, mais enfin, on le dit. Oui, mais enfin, mais c'est surtout qu'en fait, Mahmoud Abbas, on l'a pas entendu. On l'a pas entendu. Il comprend qu'il y a une place de leadership à prendre maintenant. Il dit qu'il faut que ça se transforme en autorité politique. Il y a profondément un problème d'incarnation pour la négociation ultérieure. Qui d'autre pour les Palestiniens. Je note quand même que les États-Unis n'ont pas encore réglé, Donald Trump n'a pas encore réglé ce sujet-là. Non, mais ce sujet-là non plus. J'aimerais savoir ce qu'il a réglé d'ailleurs. En disant qu'il allait tout régler en arrivant. En tout cas, voilà, moi c'était un coup de gueule, et je suis même pas sûr malheureusement que ça serve aujourd'hui à quelque chose, parce que c'est trop tard, et deux, dans l'esprit des gens, c'est terminé. Israël est coupable, et d'ailleurs Israël sans doute Israël, il faut le dire aussi, a commis des erreurs dans cette guerre. Le débat n'est même pas là. C'est juste que ce qui aurait été intéressant, c'est la politique d'Israël qui est voilà, la politique d'Israël, pardon. Vous avez raison, Christine, la politique d'Israël. Et ce qui aurait été intéressant, c'était d'avoir ces réactions palestiniennes plus tôt. Oui. On les a jamais eues. Et la décrédibilisation aussi de Mahmoud Abbas. Exactement, parce que vous en avez pensé, Marine, vous avez suivi? J'ai un petit peu suivi, en effet, mais les affaires internationales, c'est pas forcément votre. Alors, alors Sophie, peut-être. Peut-être. Un coup de cœur, un coup de gueule. C'est un peu un coup de gueule. Mais le monde a complètement changé, et je voudrais parler de la position de l'entreprise aujourd'hui. L'entreprise, c'est ce qui nous fait tenir aujourd'hui. Et d'ailleurs, Roussel, en réhabilitant le travail, il sort un bouquin pour valoriser le travail, ce qui est quand même assez étonnant. Et je suis inquiète parce que tout tombe dessus. On a Attali, vous en avez parlé l'autre jour, qui est en train de dire que les entrepreneurs sont des exploiteurs, qu'ils ont ruiné, sucé le sang des salariés. Enfin, c'est épouvantable. Et puis, on est dans un espèce de délire de responsabilité de l'entreprise. Exemple, on va licencier parce que le monde va mal, parce qu'il y a une incertitude terrible, parce que je vois le mouvement patronal que je dirige, les entrepreneurs ne bougent plus, ils attendent, ils sont très inquiets. Je vois que la presse, avec tout ce qui se passe sur les médias, la presse écrite va mal. Donc on parlait tout à l'heure de licenciement. Qui va licencier 60 personnes sur 200. Voilà, on licencie. Et je voudrais aussi bien expliquer, c'est violent un licenciement, mais d'abord on est un des pays les plus protégés au monde par rapport au licenciement. On est au chômage, un chômage d'ailleurs qui est nocif pour l'emploi parce qu'il est exagéré dans certains cas.
Et donc, il faudrait raison garder et reprendre une attitude et dépolitiser, ôter l'idéologie de l'entreprise. L'entreprise, on en a besoin. Ils sont là, ça fait bosser les gens, ça fait marcher le monde. Et je trouve qu'en ce moment, c'est n'importe quoi. C'est un peu pour ça que Trump est en train de reculer. Hein. C'est-à-dire que c'est l'édito du Figaro de ce matin, volte-face, il se cogne au mur de la réalité. Exactement, mais magnifique dessin dans l'opinion d'un taureau. Et taureau représente Wall Street, et de Trump par terre, angoissé, il recule face à Wall Street. Donc aussi, tout le monde a tendance à confondre. C'est vrai qu'on a besoin de Wall Street, du capitalisme, des actions, de tout ça, mais il y a aussi les millions d'entreprises qui sont là, qui font le terrain, qui sont les fournisseurs. Et donc, c'est un moment difficile, et je crois qu'en France, il faut être tous derrière les entreprises. Oui. Moi, je suis tellement d'accord, Sophie. C'est vrai que c'est rare, mais je suis tellement d'accord avec ce que vous venez de dire. Vous savez, je le suis, donc c'est pas pour me mettre en avant et tout, mais c'est très très dur d'être chef d'entreprise. C'est extrêmement dur. Moi, j'avais plusieurs salariés avant. J'ai remonté une société et je vous avoue que j'ai plus envie d'engager, parce qu'en fait vous avez la pression intellectuelle de savoir si votre business va marcher, et derrière, quand vous avez cette pression qui est passée, vous avez la pression pratique de savoir comment vous devez gérer et parler à vos salariés, les écouter, et c'est normal, c'est aussi ça être chef d'entreprise, mais ça veut dire que jamais ça s'arrête, jamais. Et on ne se rend pas compte de cela, ou alors que très peu malheureusement, et c'est vrai qu'on n'aide pas nos chefs d'entreprise. Et par contre là où ça me fait plaisir, c'est que depuis des années, malgré tout, on a eu un président de la République, Emmanuel Macron, qui a aidé les chefs d'entreprise, et j'ai l'impression qu'on a oublié. Qu'on l'a oublié, ça. C'est vrai qu'on l'a oublié. Depuis plusieurs années. Ça a été l'un des chefs d'entreprise qui, moi je disais souvent à mes salariés. La Startup Nation. Il a été très ciblé. Il a été très ciblé. Les PME. Moi, j'ai jamais été invitée à l'Élysée, même sous Hollande. Il y avait le jour des forces vives, où j'étais invitée, à ma stupéfaction, où Hollande m'embrassait. Donc c'est tout dire. Gentiment, enfin bon. Il y avait. Non, mais c'est vrai qu'on parle assez peu de ces PME, Marine. On parle pas des PME. Là où je vous rejoins tout à fait, et vous, d'ailleurs, complètement, on est tout à fait d'accord là-dessus, et vous l'avez cité, notamment la sortie de Jacques Attali, moi je la trouve très inquiétante, parce que c'est une personne qui a de l'influence, qui a une parole politique. Par ailleurs, mais on va la garder entre nous. Mais dans l'idée, ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'on est dans un contexte quand même, et je pense qu'on en parlera, de guerre économique qui s'ouvre, avec des tensions commerciales très fortes entre les États-Unis et l'Europe, qui a besoin aussi de se renforcer de son côté. Et à la fois, on a un président de la République qui, en effet, a soutenu nos entreprises, mais en réalité, avec un discours très orienté start-up. Or, on a besoin de soutenir nos PME. Et c'est un esprit très français aussi de toujours critiquer, de voir le mauvais, alors qu'on devrait aujourd'hui être derrière nos chefs d'entreprise et plutôt chercher des solutions pour les aider à justement éviter des licenciements. S'ils sont obligés de le faire, ils ne le font jamais de gaieté de cœur. Mais non, vous ça l'avez coûte dit, cher, c'est il faut peut-être les épouvantable. accompagner et faire en sorte qu'on n'en ait plus demain. Non, mais ça coûte cher. C'est pas parce que ça coûte cher. Si, ça coûte cher. Mais non, mais parce que je voudrais expliquer. Non, mais vous dites c'est épouvantable parce que c'est terrible pour les gens. Non, alors j'allais finir ma phrase, ma chère Valérie. J'allais dire ça coûte cher humainement, parce que tous les salariés ne sont pas contents. Ça coûte cher financièrement, alors que la boîte va déjà mal, parce que le licenciement en France, il faut savoir qu'il coûte très cher, et que donc il faut arrêter de penser que c'est par plaisir. Bien sûr, non, c'est jamais simple. Après, c'est peut-être aussi la question. Je pense que on fait aussi ce procès-là, et en mélangeant les très grands patrons des très grands groupes multinationaux qui sont un peu désincarnés, c'est-à-dire c'est des statuts de chefs d'État, c'est des gens qui sont assez inaccessibles, et l'immense majorité des chefs d'entreprise et des femmes et des hommes qui dirigent des entreprises de taille moyenne, intermédiaire, qui sont globalement plutôt appréciés, je vais dire, de la part des salariés. Moi, ce qui m'étonne, je pense qu'on est aussi sur une révolution. Marine, vous êtes là, mais sur les jeunes, on n'a pas le même rapport au travail que les générations qu'on représente ici. Enfin, la mienne, en tous les cas. Les jeunes ont d'autres aspirations. Et en même temps, on n'a jamais autant élevés comme ça. Et on n'a jamais vu autant de création d'entreprises par des jeunes, justement, qui se lancent, qui tentent, qui essayent. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se révolutionner. Mais c'est sûr que quand on entend le matin un plan, on va en parler, massif, dans un domaine qui n'arrive pas à redécoller, l'industrie. Je pense que la question industrielle en France. La question industrielle est quand même centrale aujourd'hui pour faire vivre tout le tissu économique. On ne pourra pas tous envoyer nos enfants ou envoyer les jeunes dans des formations sur des start-up qui font de l'internet, qui font des applications. Il nous faut des métiers qui sont concrets, et là-dessus c'est une vraie richesse. 50% des chefs d'entreprise encore
encore aujourd'hui sont autodidactes, ils sont géniaux. Je vois des gens que je reçois dans mon émission mais il y a des qui ont pas moins de 2 et qui ont 15 000 salariés. Mais juste une chose, c'est que effectivement, on a beaucoup aidé les Startup Nation, ce que vous voulez, pas les PME, mais c'est aussi les mentalités qui doivent changer. Regardez, pendant le Covid, on a été l'un des premiers pays à mettre en place le chômage partiel. Oui, mais ça a aidé. Et quand on a aidé à ce moment-là les chefs d'entreprise, 2-3 ans après, on a dit on a dépensé trop d'argent. Vous voyez ? Ouais, mais voilà. Ouais. Voilà. Mais quand l'État aide les entreprises. Un auditeur vous dit vous devriez défendre les boulangers qui peuvent pas travailler le 1er mai. Je les ai défendus depuis je sais pas combien de temps. Ils sont en critique, la Fédération des boulangers. On interdit, alors l'histoire est encore plus intéressante, on interdit aux boulangers de faire travailler ses salariés. Oui. Mais le boulanger qui est patron a le droit de bosser. Oui. Et donc, comme il y a une loi en France qui permet, dans la famille, d'aider un chef d'entreprise, les boulangers font venir leurs femmes, leurs enfants, pour essayer de compenser. Et le salarié qui toucherait une prime et qui a vachement envie de bosser le 1er mai parce qu'il n'a pas forcément grand-chose à faire. Double, et puis qu'il récupère une journée en plus. Donc, c'est une aberration. Et ce qui est très grave, qui est cette aberration, c'est que elle ne changera pas. C'est ça qui me désespère. Si, c'est en train de changer, en tout cas sur le 1er mai. Surtout sur le pont, l'inspection du travail. L'inspection du travail sur le pont. On revient dans un instant avec vous. On va parler entre autres de l'affaire Betaram. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio. Alors on continue notre tour de table. Marine Cazard, donc c'est votre coup de gueule. Oui, aujourd'hui, moi, je voulais vous parler d'un scandale d'État, selon moi. Le scandale d'État, c'est l'inaction, justement, de l'État en matière de politique de l'enfance, en particulier de l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Ah, je suis d'accord. L'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui, c'est 300 000 enfants, sans doute plus. 300 000 visages qui devraient nous empêcher de dormir la nuit. C'est des enfants qui sont ballottés de foyer en foyer, parfois dès le premier jour de leur vie, quand ils arrivent en pouponnière, qui à 18 ans sont jetés dehors. Pour la plupart, sans moyens, évidemment, des enfants qui ont déjà eu une vie terrible parce qu'ils ont grandi dans des familles défaillantes, ils ont été victimes de violences physiques et sexuelles. On parlera sans doute de ces chiffres dans le cadre de l'affaire Betaram, mais c'est une maladie qui couvre tout le pays. Et ce que je trouve scandaleux aujourd'hui, et qui me touche énormément, c'est de me dire qu'en fait, on a décidé de faire de cette politique une politique locale, territoriale, une politique qui est subventionnée aujourd'hui de 8 milliards d'euros, autant vous dire rien du tout, qui est gérée à l'échelle locale de façon disparate, parce que c'est les départements qui en ont la charge, donc une inégalité de traitement pour ces gamins. Et moi je suis très embêtée parce que autant, comme vous l'avez dit, je suis chez Horizon, donc plutôt favorable à la décentralisation sur des politiques qui ont du sens comme les transports, autant sur l'enfance je pense que ça devrait être une mission régalienne et que tous ces enfants mériteraient d'avoir non seulement un ministère de plein exercice, mais surtout l'aide sociale à l'enfance devrait être recentralisée. Je ne comprends pas aujourd'hui que dans ce pays on accepte que des enfants qui grandissent dans des foyers soient victimes de violences, ne soient pas accompagnés, n'aient pas accès en réalité aux études supérieures, parce que la plupart sont en décrochage. On ne parle même pas des chiffres de la prostitution des mineurs ou du prosélytisme religieux, de la drogue dans les foyers. Question, est-ce que vous croyez que centraliser arrangerait les choses ? En fait, il y a aussi un moment, il faut un symbole politique très fort. Et le problème aujourd'hui, c'est si ces enfants, on ne s'en occupe pas, c'est parce qu'ils ne votent pas. Tout simplement. Qui ne veulent pas ? Ils ne votent pas. Ah, ils ne votent. Oh, quand même. Ces enfants ne votent pas. C'est moins de 2% des dépenses sociales locales d'un département. L'enfance. On a des départements comme les Bouches-du-Rhône qui préfèrent dépenser de l'argent pour s'occuper de la politique en faveur des seniors, qui n'est pas d'ailleurs de sa compétence première, plutôt que l'aide sociale à l'enfance. Alors qu'on a un optimiste pour la politique. Mais c'est un vrai sujet et c'est un énorme scandale. L'État doit... ça peut-être que ça n'arrangera pas tout, parce que de toute façon, il faudra du temps pour le faire, il faudra des moyens. C'est localement que ça doit s'arranger, non ? Non, mais qu'il y ait un ministre spécialisé. Alors, recentraliser ne veut pas dire adapter et s'adapter aux spécificités des territoires. Il faut de la volonté politique. Je veux dire, quand on voit, j'ai retrouvé la date sur M6 de la diffusion du document qu'il y avait eu sur ces enfants de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. C'était en 2022. Les questions avaient été posées au ministre à l'époque, qui avait dit oui à Aurélien Taquet, absolument, où on voyait que la journaliste était en infiltration, c'est-à-dire qu'elle est rentrée, elle s'est fait embaucher. On n'a pas les moyens d'agir aujourd'hui. L'État n'a pas les moyens d'agir. C'est cette impuissance politique. Je voudrais qu'on me dise, enfin, ça n'existe pas. L'État n'a pas les moyens d'agir parce que c'est une politique de département. Et donc à un moment donné, il y a un rapport de force qui se crée aussi avec des collectivités qui ne veulent pas. Encore une fois, comme c'est une politique... Si on recentralise, l'avantage de recentraliser,
c'est qu'à un moment donné, l'État sera en capacité de définir des objectifs clairs, de dédier des moyens, et ensuite d'assurer tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Des contrôles de structure, une politique favorable davantage à l'éducation. Il y aura une impulsion de l'État. Et l'État ne peut pas imposer ça aux régions. Au département ? Au département. Les départements sont compétents, c'est à eux de définir la politique et l'aide sociale. Toute la petite enfance, c'est tout l'accompagnement de l'enfance et tout ça. Il y a plusieurs choses que vous dites effectivement par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Moi déjà sur le plan moral, je ne comprends pas qu'un pays puissant comme le nôtre, on ne soit pas révolté se dire des enfants qui ont besoin de protection, qui ont besoin d'être accompagnés. En plus, c'est un investissement intelligent, c'est-à-dire que les chiffres, alors Marine, c'est que tous ces enfants de l'aide sociale à l'enfance ont des parcours professionnels derrière absolument chaotiques et qui conduisent à un échec global. Donc, je trouve ça assez révoltant. Sur le plan moral, je trouve ça particulièrement pas au niveau de ce que l'on est et de ce qu'on est capable de transmettre en termes de valeurs. Donc je ne comprends pas que la puissance publique il n'y a pas une mobilisation, il n'y a pas une année on est tous nationale. Mais que dire des familles d'accueil ? Alors, les familles d'accueil, attention, on peut pas généraliser. Je généralise pas, je dis que dire ces familles d'accueil. On a une auditrice, Marie, qui dit: j'ai été famille d'accueil pendant 35 ans, tous mes jeunes majeurs sont restés à la maison, même si je n'étais plus rémunérée. L'ASE est une institution maltraitante et ça fait des décennies que ça dure. Mais le sujet, il est là aussi, c'est les éducateurs spécialisés qui sont en grande difficulté parce que absolument pas valorisés. Je vous invite à visiter ces centres, ces établissements qui sont là pour placer les enfants en urgence en long ou moyen terme. Moi, je connais un département où le président du département a dit, il est allé visiter les locaux, il est sorti de là, il a dit c'est une honte. Il faut plusieurs millions d'euros pour tout remettre en état, mais ça veut dire que on traite moins bien ces jeunes, finalement, peut-être que la cause animale. Moi, je mets parfois le sujet sur le même plan. Si on est plus sensibilisé, nous, opinion publique, sur le traitement qu'on peut faire sur les animaux, sur les conditions d'élevage, etc., que ce qui se passe réellement pour pensez aux ces jeunes filles qui, quand elles rentrent à l'ASE, sont quasiment certaines de finir dans les réseaux de prostitution. Rien que ça devrait nous révolter. Je vous vois mais dubitatif. Non, je suis pas dubitatif du tout parce que c'est, je pense effectivement, le sujet aujourd'hui l'un des sujets sociétaux le plus important pour notre pays et normalement pour notre gouvernement. Macron a rien fait depuis qu'il est là. Non, c'est justement, je pense pas qu'il ait rien fait, mais je pense que c'est tellement compliqué qu'on peut pas dire que rien n'a été fait depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Premièrement. Deuxièmement, on a mis un secrétariat d'État, pas un ministère, c'était un secrétariat d'État, ça n'a servi à rien. À rien. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un secrétariat d'État, d'abord, ses prérogatives passent toujours en dessous de celles d'un ministère. Et par contre, on s'est rendu compte que quand les ministères de tutelle prenaient en charge des questions dans des propositions de loi ou dans des commissions d'enquête, les choses avançaient bien plus vite. Vous savez, souvent, malheureusement, des sujets qui sont aussi compliqués à traiter, sur lesquels il y a une omerta, sur lesquels on n'ose pas en parler, quelquefois, il faut que les ministères les plus importants, des ministères régaliens, s'en chargent pour pouvoir faire avancer les choses. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai entendu sur le plateau, d'ailleurs, je vous conseille un film, au passage, qui s'appelle Bouche cousue, qui avait été produit par Mélissa Torio, qui avait posé ses caméras dans le bureau d'un juge pour enfants. Ce film était exceptionnel. Exceptionnel parce que c'était un film qui était subjectif, où vous ne voyez jamais les enfants, vous voyez que le juge, et vous entendiez que les histoires. Et franchement, ce film m'avait ému à un point, vous imaginez même pas, où j'avais vraiment pris conscience de ce que c'était la petite enfance à ce moment-là. Et en fait, c'est ces gens-là du terrain qu'il faut faire remonter pour pouvoir traiter ces sujets. Et je ne suis pas sûr qu'en créant un ministère de plein emploi, vous réussissiez à faire remonter aussi bien le sujet qu'en leur confiant à eux les clés. Voilà. Quelquefois, vous savez, créer un ministère, ça permet de dire on a fait quelque chose, mais on fait rien derrière. Bien sûr. Voilà. Surtout un secrétariat d'État. Secrétariat d'État ou même un ministère. Je veux dire, on a eu Sarah El Haïry qui aujourd'hui d'ailleurs s'occupe de la petite enfance. Mais là déjà vous confondez les sujets petite enfance à eux. Oui, non mais bien sûr. Non mais moi je réponds à ce que vous avez dit tout à l'heure. Par rapport à la petite enfance, je réponds à ça. Non mais on parle de l'ASE. Oui mais l'ASE bien évidemment, mais c'est pareil, c'est un manque de moyens sur l'ASE. C'est le fait qu'on les considère pas et qu'on les forme pas. C'est un manque aussi de vision politique et de positionnement. Encore une fois, et je pense qu'on va en parler dans l'affaire Benalla, c'est aussi la mise sous cloche des enfants.
pendant des années dans ce pays, en réalité, en fait, qu'est-ce qui se passe depuis 30 ans ? La droite conservatrice nous dit la famille, c'est le socle de tout, c'est l'avenir du pays. Qu'est-ce qu'elle a proposé pour venir en aide aux familles en difficulté ? Parce que si l'ASE existe, c'est parce qu'à la base, il y a des familles en difficulté. Soit des familles défaillantes, soit des familles violentes. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour accompagner ? On a de l'autre, la gauche, qui pendant des années a utilisé la jeunesse comme un fer de lance, moteur du changement. Qu'est-ce qu'elle a proposé pour garantir à des enfants un parcours scolaire idéal avec une éducation qui fonctionne et un parcours en sécurité ? Rien. Et on a des pays, par exemple, des pays ou des provinces, en tout cas comme le Québec, qui depuis 20 ans a un ministère de l'enfance, une politique dédiée, un budget pluriannuel et déroule. Encore une fois, recentraliser une politique, ou en tout cas avoir un ministère dédié avec une politique qui est organisée à l'échelle nationale, ça ne veut pas dire ne pas s'adapter. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais vous savez aussi souvent que ça commence malheureusement, ces problèmes pour les enfants, par rapport à leurs parents. Quand ils voient leur maman se faire tabasser ou se faire frapper et qu'ils n'osent pas le dire, ça commence aussi par les violences intraconjugales. Et c'est là que je veux vous dire qu'en fait, il faut commencer à prendre le problème en haut, c'est global, et il faut prendre le problème en haut et faire en sorte que ces femmes qui sont maltraitées, 200 000 aujourd'hui, 200 000 femmes maltraitées dans notre pays aujourd'hui, il faut faire en sorte que, que le ministre de la Justice... D'accord, c'est un ensemble. Oui, mais c'est un ensemble, mais ça commence aussi par là. Ça commence par là, mais commençons aussi par sauver ceux qui sont aujourd'hui dans ces structures. Bien sûr. C'est ça la question. On se retrouve dans un instant, puis on va parler de l'affaire Betaram. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On est ensemble pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est l'affaire Betaram. François Bayrou, hier, qui réagissait après l'interview de sa fille à Paris Match. Sa fille qui raconte qu'elle a été victime de violence alors qu'elle était à Betaram, qu'elle n'en a jamais parlé pendant 40 ans. Elle a appelé son père mardi, la veille de la parution de l'article dans Paris Match, pour le prévenir. Cet article fait suite à la parution d'un livre qui paraît aujourd'hui chez Michel Lafon, qui raconte, qui met en avant plusieurs témoignages. C'est un petit peu dommage, on va y revenir avec vous, Christine, qu'on ne parle que de celui de la fille de François Bayrou. Oui. Mais écoutez la réaction du Premier ministre hier. Comment vous dire ça de la manière la plus juste ? En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Même si c'est une affaire très ancienne, puisqu'il y a, 35 ans, quelque chose comme ça, mais que on ne l'ait pas su et que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi, c'est presque insupportable. Mais en tant que responsable public, qui dépasse le père de famille, c'est aux victimes que je pense. Moi, je le crois. Bon, je te laisse avec ça. Non, mais c'est pas une question de croire ou... Non, mais je crois ce qu'il dit, je le crois sincère. Mais la question que je posais hier, c'est évidemment que pendant 40 ans, on peut se taire. On voit que la parole est très difficile. Quand on a été victime de violences sexuelles et autres, la question que je m'interroge, c'est le timing. C'est-à-dire comment on dit à ses parents, la veille de la parution, qu'on témoigne dans un livre et qu'on ne le dit pas à ses parents, je n'arrive pas à comprendre. Et peut-être... alors, en fait, il faut peut-être aussi revenir sur l'histoire de ce livre, qui est en fait un livre de recueil de témoignages. En fait, c'est un condensé de ce que les victimes de l'institution de Betaram ont raconté à donc Alain Esquer, qui est celui qui en 2023 commence à se dire on peut pas rester silencieux parce que lui-même a été victime. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Alain Esquer crée un groupe Facebook, parce qu'il y a que Facebook finalement qui permettait ça, et il pensait avoir 2, 3, 4 témoignages, et en fait ça tombe par dizaines de témoignages de personnes qui ont 50, 60, 70 ans, attention, on parle de ça, et qui racontent tous la même mécanique. Et donc, à partir de là, il crée finalement un groupe et il recueille, et il s'aperçoit que c'est plus loin qu'il faut aller, c'est pas simplement recueillir la parole, c'est aussi savoir si la justice des hommes, la justice civile, peut rentrer dans cette histoire. Et donc, voilà. Et il a voulu synthétiser tout ça à travers ce livre. Et donc,
Hélène Berland, la fille de François Bayrou, sa fille aînée, contacte Alain Esquer en disant moi aussi j'ai été victime à l'époque. Donc on va laisser dérouler tout ça, mais comme vous dites Valérie, c'est que derrière l'histoire de Betaram, on a soulevé, Alain Esquer a soulevé, et il sera demain chez Jean-Jacques Bourdin, il expliquera, parce que Alain Esquer il est catholique pratiquant, il veut pas la mort de l'institution, il croit profondément, mais il dit il y a des choses, il y a des dysfonctionnements graves qui n'ont pas été vus, qui n'ont pas été entendus. Donc François Bayrou ira devant la commission d'enquête parlementaire le 14 mai et il sera au cœur des discussions pour savoir s'il savait ou il savait pas, et c'est en son âme et conscience qu'il répondra. Mais tous les ministres de l'Éducation nationale qui se sont succédés depuis Ségolène Royal ou de l'enseignement supérieur viendront devant cette commission d'enquête parlementaire, Pape Ndiaye, Michel Alliot-Marie, tous ceux qui ont eu affaire à cette histoire. La question centrale, c'est derrière, qu'est-ce qui va découler de tout ça? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va... Enfin, on parlait de l'aide sociale à l'enfance. Est-ce qu'on va mettre enfin un cadre pour éviter les reproductions? Et dernière chose, c'est comment se fait-il que pendant tant d'années, alors on va dire c'était le temps ancien pour les choses qui se sont passées dans les années 50-60, mais en prenons à partir des années 90, on était déjà un petit peu dans ces sujets-là. Qu'est-ce qui fait que une institution comme Betaram ou d'autres n'ont été inspectées que si rarement par rapport à d'autres établissements, même publics, qui sont au coin de la rue. Donc c'est la vraie question. Puis enfin, dernier chapitre, là actuellement on a les yeux tournés vers Rome, mais c'est la place de l'Église, la place des institutions. Rappelons que ce sont des institutions qui sont sous contrat de l'État. On en est là. Non, c'est très très bien résumé, très bien expliqué de la part de Christine. Enfin, je veux dire, le sujet c'est qu'il y a deux entrées. Il y a d'abord l'entrée politique. Oui. Effectivement, François Bayrou, faut pas oublier qu'il était ministre de l'Éducation nationale en 93, au moment où des faits sont dénoncés dans l'ouvrage. 93-96, voilà. Oui. Donc il est ministre de l'Éducation nationale, donc il est quand même en première ligne sur ce sujet. C'est un établissement scolaire. Deuxièmement, dans l'actualité, là de ces derniers jours, de même cette matinée, on voit qu'une école ce matin, et c'est pas pour faire un parallèle graveleux que je suis en train de dire, mais on voit qu'une école musulmane ce matin retrouve son contrat pour une école être sous contrat avec l'État, ça aide à avoir des financements. Et c'est vrai que on a le sentiment que certaines écoles sont plus sous les projecteurs que d'autres. Voilà. Et il va falloir. Qu'est-ce qui se passe pour l'école musulmane? Elle retrouve le fait d'être sous contrat, son agrément, parce qu'on lui avait enlevé parce que des règles n'avaient pas été respectées. Et on a l'impression que certaines écoles font face à plus de contrôle que d'autres écoles. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce que dit Christine, c'est que il va falloir aussi qu'on se penche sur les écoles catholiques à un moment donné dans notre pays. Clairement, quand vous voyez ce qui se passe, ce qui a été dénoncé à Saint-Dominique, à Neuilly, et a priori les cas sont en train de se multiplier dans plusieurs établissements scolaires, il faut qu'on ait ce débat et qu'on ait ce débat sereinement. De toute façon, il faut qu'on ait plein de débats sereinement sur l'éducation, sur la place de la religion, et avec de la nuance. Parce qu'en fait, tout s'enflamme ces derniers jours, et ces derniers mois aussi, notamment ces questions d'éducation, et il faut qu'on puisse en parler. Et je pense que ça va faire du bien que le Premier ministre François Bayrou aille devant la commission d'enquête. Ça va servir, entre guillemets, excusez-moi, à pas grand-chose, puisque c'est une commission d'enquête et qu'elle n'a aucune obligation pour ceux qui doivent s'exprimer. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse vulgariser ces sujets et en parler librement. Donc, le livre qui sort demain va être intéressant. Et après, moi, je veux pas réagir sur ce que dit hier François Bayrou. Ça m'est jamais arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera jamais de devoir être papa et d'apprendre des années plus tard que votre fils ou votre fille a été tabassé dans un couloir. Donc, j'ai pas envie de réagir là-dessus parce que j'ai pas envie de donner mon avis, savoir si c'est vrai ou pas vrai. Par contre, ce qui est certain, c'est ce que j'attends du Premier ministre aujourd'hui, en tant que papa, certes, mais aussi en tant que Premier ministre, qu'il se passe quelque chose. En fait, que ce soit pas un simple débat. Il y a quand même une question, et je ne sais pas si on pourra le savoir, mais de la responsabilité. Vous dites qu'il était ministre de l'Éducation. Oui. Il y a un juge qui a témoigné, qui a raconté qu'il avait vu François Bayrou. Donc, on ne peut pas évacuer la question de je suis bouleversé, je viens de l'apprendre. Non, mais je suis d'accord, mais vous inquiétez pas qu'il y aura la question de la responsabilité. En tout cas, je l'espère. Parce que ces dernières années, quand vous voyez tous les ministres qui sont mis en examen, je suis désolé, notamment par rapport au Covid, quand vous voyez Olivier Véran, Édouard Philippe ou Agnès Buzyn, chez qui on a été en pleine nuit les réveiller pour les accuser qu'ils avaient tué des millions de gens et tout, et que sur des questions comme ça, on ne fait rien et on ne s'attaque pas, entre guillemets, judiciairement à un ministre qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, c'est logique quand même à un moment donné qu'on lui pose des questions. Alors, et c'est ce qui va se passer le 14 mai. Je peux vous lire juste un extrait de l'interview de la fille de François Bayrou. Votre père connaît-il le contenu du livre d'Alain Esquer et de la journaliste Clémence Badaud? En fait,
fait, non. Alors, le canard enchaîné l'a contacté il y a un mois pour réagir. J'imagine à la sortie du silence de Betaram, dans lequel ils lui ont appris que j'intervenais. Il m'a téléphoné. C'est vrai, me demande-t-il? On en rigole. Et il reprend. Tu te dis quoi? Tu penses quoi? J'ai un peu la trouille. Tu me dénonces? Je te réponds pas. Tu verras. Il ne sait pas que je suis victime et il ne sait pas que je vais témoigner comme victime. Mais enfin, il n'y a rien qui va dans cette réponse. Je voudrais. Il n'y a rien qui va dans cette réponse. Non mais attendez. Tout ce qui a été dit est juste, mais on oublie quand même quelque chose, c'est l'historique et c'est l'intime des relations familiales. Il faut voir. Mais on revient pas là-dessus. Non, mais attends, depuis des siècles, y compris dans les fermes, les gamines violées par leur père, le rapport à l'enfance et aux jeunes était terrible. Alors, je continue. J'ai vécu des écoles où il y avait des quasi-punition corporelle, ce qui était, voilà. Les parents frappaient leurs enfants, ça fait très peu de temps qu'on n'a pas le droit de donner des fessées. Donc il y avait déjà un rapport complètement d'éducation. Mais c'est pas le sujet, maisons de correction. Tout le monde est d'accord. Non, c'est pas le sujet. Parce que on s'étonne maintenant que ça sorte. Et ça nous choque terriblement que ça sorte. Non, il n'y a pas une vraie réaction. Oui, politique. Déjà, c'est pas été, c'est encore actuel en France. Oui, non, mais ça, bien dans le micro. Mais l'actualité, il faut évidemment faire tout ce qu'il faut. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans cette histoire, il n'y aurait pas d'histoire. Pardonnez-moi, Sophie. C'est quand François Bayrou, on lui pose la question, il ne répondait pas. Je ne suis jamais intervenue et je ne savais pas ce qui s'y passait. Mais je le crois. Ça me fait penser à l'affaire Cahuzac. Mais non, mais vous avez raison. On dit tout de suite, on y. En fait, ça donne le sentiment. Enfin, derrière, forcément. Il y a des bruits. Alors qu'il ne sache pas, il est face à sa conscience. Il est face à sa conscience parce qu'il y a. Il est face à sa conscience. Il aurait dû dire je n'ai pas vu. Il est Premier ministre. Il aurait dû dire je n'ai pas vu. Non, mais peut-être qu'il l'est mal dit. D'abord, il est complètement angoissé, il est mal à l'aise dans tout ça, ce qu'on comprend. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois plausible, mais j'ai peut-être totalement tort. Je crois totalement plausible qu'elle n'ait rien dit parce que j'ai connu ce type de situation. Mais on l'a pas mis en cause. On l'a pas mis en question. Non, mais c'est pas ça. Je crois plausible qu'il ne sache pas. Sa femme s'occupait du catéchisme. Donc vous êtes en train de dire le contraire. Je pense que c'est les derniers informés. Mais non, mais vous êtes dans un établissement. De ces écoles. Marine, votre point de vue à vous. Ils n'ont pas parlé, les mômes. Aucun. Non, ça c'est vrai. Il y a des gens qui ont témoigné en disant il y avait des violences, personne ne parlait. Ce que vous soulignez, Sophie, c'est vrai, c'est que en fait, Betaram, à la fin des fins, c'est quand même une emprise sur des enfants d'une organisation. Oui. Aujourd'hui, c'est une école, c'est aussi une organisation parfois familiale. On parlait des violences qu'elles étaient. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, et le secrétariat d'État à l'enfance, pour le coup, a réussi à malheureusement montrer cette réalité aux Français, c'est qu'on a 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année, c'est un enfant toutes les 3 minutes dans le pays. Donc c'est encore d'actualité. C'est maintenant que les violences perdurent. Et l'abbé Pierre. Et 80% d'entre elles, c'est dans le cadre familial. Donc on est toujours sur un environnement plutôt d'emprise. Ce qu'aurait dû faire ou pas François Bayrou, en réalité, c'est plutôt, en effet, la commission d'enquête. On a besoin de plus d'éléments pour le déterminer. Mais ce qui est vrai, c'est que de toute façon, que ce soit il y a 50 ans ou aujourd'hui, il faut qu'à un moment donné, la responsabilité des adultes et de l'encadrement soit révélée et que chacun prenne ses responsabilités. On ne peut pas dire je n'ai pas vu. Il y en a certains aussi qui n'ont pas voulu voir. Bien sûr. Alors, ce que je voudrais aussi dire par rapport à cette histoire de Betaram, pour les avoir rencontrés, discuté avec eux, etc. Beaucoup disent oui, mais on fait le procès d'une époque. Mais pour ces anciens élèves, c'est bien. Pour ces anciens élèves, je veux juste qu'on saisisse à quel point le traumatisme aujourd'hui a besoin d'être entendu. Écoutez ce que je racontais hier, les auditions des victimes des différents établissements lors de la commission d'enquête parlementaire, parce qu'il y a plusieurs établissements, il y a plusieurs types de profils et des générations, et ils ont besoin, même à 80 ans pour certains, aujourd'hui, de dire voilà ce qui m'est arrivé, parce que ça a bousillé ma vie, mes relations, ma relation avec mes enfants, ma relation avec les femmes, ma relation avec la religion. C'est une époque qui doit être fait. Et en fait, ça met à jour quelque chose et les traumatismes. Et ça permet d'avancer sur l'avenir. C'est-à-dire que quand on parle de l'aide sociale à l'enfance et qu'est-ce qu'on veut pour nos générations de demain, c'est que quand on fait ça à un enfant, parce que c'est un temps donné, là on parle des écrans par exemple, on s'interroge sur l'utilisation des écrans, peut-être que les séquelles, on va les voir dans 40 ans. Absolument. Donc c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui même, en nous écoutant, les parents qui nous écoutent devraient prendre leurs enfants ce soir et leur dire écoute, quoi qu'il t'arrive dans la vie, tu dois me le dire, tu peux me le dire, tu ne seras pas puni, tu ne risques rien, mais tu dois me le dire. L'initiative d'Elisabeth Borne, qui donc ministre de l'Éducation, qui veut qu'un
questionnaire soit remis aux élèves qui rentrent de classe scolaire est une bonne initiative. Ça va dans le bon sens. Une des victimes de Bétarab m'a dit hier, elle m'a dit, s'il y avait eu ça à mon époque, au moins on aurait su à qui parler. Bien sûr. Non, c'est plutôt une bonne initiative. Ça travaille l'esprit, ça permet de mettre en perspective ce qui vous arrive. Donc après, tout ce qui est fait dans le bon sens, c'est bien, mais bon. Il y a l'affaire politique et l'affaire politiquement, c'est quand même très important. Absolument. Et on peut pas non plus nier le fait que ces révélations politiquement, elles peuvent sauver François Bayrou. Et les révélations de sa fille. Oui, parce que certains le disent, qu'elle est là pour le sauver. Enfin, pardon de dire ça. Et je ne remets pas en cause le fait que ça lui soit arrivé, qu'il ne soit pas au courant ou ce que vous voulez. Mais ça arrive quand même à un moment qui est important politiquement parce qu'il va être entendu par une commission d'enquête parlementaire. Non, mais c'est pas. Moi, je ne suis même pas en train de vous dire que c'est un hasard ou quoi que ce soit. C'est que ça arrive à ce moment-là et que par conséquent, François Bayrou, quand même que sa propre fille ait eu à subir ces violences-là et qu'elle le révèle et qu'elle dise que son père n'était pas au courant. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous ? Mais je sais pas. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que c'est un constat. C'est un constat. Non, mais c'est un constat. Et donc politiquement, ça va l'aider parce que effectivement, il était quand même embourbé dans une sacrée affaire. Je le répète, c'est important quand même de mettre ça en perspective. Il est Premier ministre en 2025. Il était ministre de l'Éducation nationale en 93-96 quand les premières affaires, grosses affaires dans cet établissement scolaire où ses enfants étaient scolarisés sont ressortis. Donc c'est quand même je peux pas croire qu'il le savait, faute incroyable politique s'il était au courant et qu'il n'a rien dit. Voilà. Je peux pas croire qu'il le savait. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, on va avancer dans nos thèmes. Il y a le mois de mai qui s'annonce difficile pour les usagers. Les grèves. Mais je voulais quand même qu'on dise quelques mots de Donald Trump, puisque d'un seul coup, Donald Trump se dit prêt à un accord équitable avec Pékin, après les avoir traités de losers un de ses collaborateurs. Donc, il a dit qu'il fallait quand même peut-être revoir un petit peu ces barrières douanières. Et effectivement, ces taxes douanières, il est effectivement confronté, il se cogne au mur de la réalité, Alex. C'est un sujet qui vous intéresse. Et il revient sur pratiquement tout aujourd'hui, Donald Trump. Mais franchement, est-ce que c'était pas prévisible finalement ? En réalité, le seul patron de Donald Trump, je vous rappelle, c'est un chef d'entreprise. À la base. Et le seul patron de Donald Trump, ce sont les entreprises. Ce sont les marchés financiers. Absolument. Et il y a plusieurs semaines, on se disait oui, mais vous vous rendez compte, il va faire des taxes douanières, 25% l'Europe et tout. Et on avait dit déjà sur ce plateau, mais vous verrez, si les marchés financiers lui disent que ça va pas et qu'ils ne veulent pas, qu'ils n'ont pas voté pour ça, il changera d'avis. Il voulait faire plier Pékin, c'était ses mots. Mais c'est fini en fait. En gros, là, au bout de même pas un an, 6-7 mois de présidence Donald Trump, on a compris le système. 4 mois. Il n'est pas arrivé aux 100 jours, c'est la semaine prochaine. Voilà. Au bout de 4 mois de présidence Donald Trump, on a compris son système, on a compris comment il dirigeait, comment il faisait ses choix. C'est en fonction des marchés financiers, en fonction des entreprises et des échanges commerciaux. Voilà, c'est tout. Il y aura, même par rapport aux guerres, ce que vous voulez, ça sera au second plan. Ce qui prédominera, ce sera l'économie américaine. Et comme il se rend compte que finalement, les premières décisions qu'il a prises, c'est-à-dire faire le protectionnisme, fermer les frontières, ça ne marche pas. Et surtout, ça ne plaît pas aux Américains. Ça ne plaît pas aux Américains tant pour l'achat que pour la vente, mais il revient sur ses décisions. Sauf que c'est du populisme. Sauf que l'incertitude dure et que pour regagner la confiance, c'est pas marché. Je lisais un papier ce matin qui racontait que du côté de Walmart, puisque c'est maintenant que se font les achats pour Noël, en fait les commandes sont à l'arrêt. Donc ils craignent une pénurie de biens déjà pour la fête du 4 juillet, ils savent pas s'ils auront assez de barbecue pour tous les Américains parce que c'est quand même une grosse période de consommation parce qu'il y a des congés à ce moment-là et puis la période de Noël puisque les achats se font aujourd'hui et tout est à l'arrêt en termes de transport. Donc business is business pour lui, mais je me dis les Américains l'ont choisi. Il y a une grosse partie des Américains qui l'ont choisi. Ce qu'il fait était annoncé. Donc je me dis, c'est quand même assez fascinant que des électeurs, quand il y a quelqu'un qui vous annonce la couleur,
aille quand même dans ce droit chemin et dans ce chemin-là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais sauf Christine qu'il avait jamais annoncé qu'il ferait ça textuellement. C'est-à-dire qu'il avait jamais annoncé qu'il augmenterait de 140% les taxes envers les Chinois ou de 25 ou 30% les taxes vers les Européens. Qu'il ait dit qu'il taxerait plus que c'est America First, pas de problème. Mais jamais dans ces proportions, pardon. Et donc, par conséquent, je peux vous dire que les chefs d'entreprise américains, les grandes entreprises, mais même Bernard Arnault, qui est pas américain, Bernard Arnault, qui est un chef d'entreprise française et qui était derrière lui, quasiment derrière lui au moment de son investiture, il comprend pas. Et il le dit ces derniers jours. Donc, par conséquent, quand il voit tout ça et qu'il voit cette opposition, il est obligé de revenir en arrière. Hein. Alors, il y a le meilleur dessin dans l'opinion ce matin qui résume la situation. Il y a un taureau, un énorme taureau avec l'air méchant, avec marqué Wall Street. Et puis, il y a Trump qui est allongé par terre en se protégeant. C'est le symbole. Trump ne cédera qu'à une chose, c'est au marché et à la pression financière. Donc, ce que vous, enfin, moi, je pense que la composante fondamentale de Trump, qui est un homme d'affaires, qui devrait être en prison d'ailleurs pour avoir investi le Capitole, qui a été jugé également sur le plan financier, est vraiment ce qu'il y a de pire pour l'Amérique, qui a voté pour lui parce qu'il a du caractère, parce qu'il a su y faire. Oui, je pense que il est absolument, quand même, fondamentalement un peu déséquilibré. Je pense qu'il a des limites dans sa compréhension de l'économie parce qu'il raisonne complètement, y compris pour une guerre en homme d'affaires. On négocie, file-moi un bout de terrain et j'arrête la guerre. Et donc, on est en train de découvrir qui est cet homme. Je suis curieusement optimiste parce que il a quand même descendu très vite. Là, quand même, les pays ont su un peu réagir. La Chine reprend du poil de la bête et est bien plus intelligente que ce que peut faire Trump. Et donc, je suis convaincue qu'il va revenir sur tout. Moi, je suis plutôt optimiste. La Chine, sur les droits de douane, elle a dit même pas mal. Hein. Elle a laissé faire. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de prise de conscience de Donald Trump qui s'est retrouvé déjà quand il est arrivé en 2017 avec la volonté d'isoler la Chine et de l'écraser. Il revient aujourd'hui en se disant que ça va très très bien se passer, sauf qu'avec une croissance annuelle de 5 à 6% pour les Chinois, je pense que là, il est en train de réaliser aussi l'erreur qu'il a fait. Complète. Il va ruiner son pays. Et il va juste ruiner son pays parce qu'il est obsédé en effet par Pékin. Et là où je relance sur l'optimisme, moi je serais vraiment optimiste quand l'Europe réagira vraiment. Pour l'instant, je suis très pessimiste sur l'Europe. L'Europe, je la trouve pour l'instant. Alors, elle a pas su réagir, elle observe, elle attend, on essaye de voir comment ça se passe. Et c'est qui l'Europe ? La France, heureusement, est quand même un peu dur, mais là, on a un enjeu qui... Disons qu'elle n'a pas réagi dans le sens où, pour l'instant, on reste sur nos gardes. On reste en défensif, c'est important. Mais là maintenant, il va falloir rentrer. On rentre quand même dans une guerre commerciale importante. Il faut il faut du défensif bien sûr, mais il faut aussi de l'offensif. Ça revient sur ce qu'on disait sur les PME. Excusez-moi, je termine là-dessus. On n'a rien d'unitaire dans l'idée. Laissez terminer. Je pense que on a un enjeu qui est clair aujourd'hui, c'est de renouer avec l'idée de puissance, parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est que d'un côté, on a Donald Trump qui ne s'empêche pas du tout d'assumer cette volonté de puissance. Et on a de l'autre côté la Chine qui, en réalité, n'a pas bien besoin de nous envoyer des signaux parce que son économie d'elle-même le fait très bien. C'est aussi de renouer avec cette idée-là. Et on a un enjeu. On a bien vu aujourd'hui qu'on a su réarmer notre pays grâce au budget de défense qui a été augmenté. Mais il ne faut pas faire que ça. On a un enjeu de souveraineté numérique extrêmement important. Aujourd'hui, on a Donald Trump au pouvoir. On a des lois qui s'appliquent. Je ne sais pas si vous connaissez la loi FISA, mais qui s'applique sur l'ensemble des données des logiciels technologiques. On parlait des PME tout à l'heure. On a un tissu économique important en France qu'il faut soutenir. Il y a des initiatives qui sont prises par Bercy, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Très vite et s'assurer d'investir, parce que la différence entre l'Europe, la Chine et les États-Unis, c'est que les deux en face, eux, investissent massivement dans les nouvelles technologies et je vous signale qu'on est en train d'investir nos grosses boîtes aux États-Unis. Je pense que on est en train d'investir. C'était le roi du deal, il a écrit un livre. Absolument. Oui, non, mais après, moi, sur l'Europe, je suis un peu plus mesuré quand même, parce que c'est la première fois que Donald Trump parle de l'Europe en tant qu'Europe pour répondre. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il dit, vous avez vu les Européens, ils ont été malins, ils ont voulu s'opposer à nous et tout. Avant, il parlait jamais de l'Europe. C'est-à-dire pour lui, était très bonne, c'est l'Italie. Oui, mais enfin, elle a été très bonne. Elle a été à contre-courant du reste de l'Europe, justement. Elle a été pro-Trump. C'est un choix. On verra s'il porte ses fruits dans les prochaines semaines. Pro-Trump. Si, Georges Meloni, c'est une adepte claire de Donald Trump. Et je pense que être offensif pour l'Europe,
oui, pourquoi pas, mais ça peut aussi être fatal. Comment être offensif? Allez, je rappelle que le livre d'Alain Esquer, Le silence de Bétharame, paraît aujourd'hui, qu'il sera demain chez Jean-Jacques Bourdin à 8h30 et qu'il y a des témoignages à lire autres que celui de la fille de François Bayrou. Il ne faut pas oublier les autres victimes, ceux qui témoignent, parce que tout le monde dit le livre de la fille de François Bayrou. Non, elle ne fait pas de livre, elle n'a pas écrit de livre, elle témoigne, c'est un chapitre qui lui est consacré, mais les autres témoignages sont absolument c'est bouleversant. C'est bouleversant. Oui, absolument. C'est des histoires d'enfants. À lire donc, et demain 8h30 chez Jean-Jacques Bourdin. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.